honorable assistance, chers collègues, bonjour. C'est avec un grand plaisir que je viens animer cette conférence. Bon, je suis pneumologue et allergologue de formation. Les pharmaciens et les vendeurs en pharmacie sont nos partenaires indissociables de notre fonction et je suis très ravi de m'adresser à un parterre de pharmaciens. Nous allons aborder un sujet très intéressant, très important, puisqu'il a un impact sur la santé publique. Il faut que vous sachiez que 500 millions de personnes à travers le monde souffrent de rhinite allergique. La rhinite allergique, c'est un lourd fardeau pour la société puisqu'elle occupe le 4e rang des handicaps, des maladies les plus fréquentes. Et quand on a une rhinite allergique, on a un risque de développer un asthme. Et vous devinez que l'asthme est encore une maladie plus sévère que la rhinite, mais c'est en fait deux maladies concomitantes souvent. En Algérie, il y a 3 millions de rhinitiques, c'est-à-dire 3 millions qui souffrent de rhinite allergique, et ce chiffre peut être revu à la hausse. Si on disait 6 millions, on ne se tromperait pas peut-être. Qu'est-ce que c'est que la rhinite allergique? La rhinite allergique, c'est l'ensemble des manifestations dues à la pénétration d'un allergène dans notre organisme, principalement dans le nez. Cette rhinite allergique, pour ceux qui sont allergiques, se traduit par des symptômes cliniques gênants, tels que des éternuements en salve, beaucoup d'éternuements, un écoulement nasal, un prurite nasal et souvent une obstruction nasale. Et c'est justement cette obstruction qui génère un handicap important. Troubles du sommeil, gêne dans les activités, gêne dans la scolarité. Bon, je m'adresse aux pharmaciens. Il faut savoir que la réaction allergique commence d'abord par une sensibilisation qui est une réaction silencieuse. Il ne se passe rien quand un organisme allergique est au contact pour la première fois avec un allergène. C'est lors des phases ultérieures que surviennent les symptômes que je vous ai décrits. Il y a une production d'anticorps et ces anticorps, c'est une famille que connaissent les scientifiques qu'on appelle les immunoglobulines E. Et quand ces immunoglobulines E vont se fixer sur des cellules cibles qu'on appelle principalement les mastocytes, c'est là, vous voyez les mastocytes en bas, vous voyez les formes d'Y, c'est les immunoglobulines E. Et quand il y a un télescopage entre les allergènes et ces IgE, il y a une explosion, un éclatement de la cellule, laquelle va déverser ces médiateurs. Et le premier médiateur, vous l'avez deviné, c'est quoi? C'est l'histamine. L'histamine, c'est le chef de file de ces médiateurs qui va être à l'origine de la cascade de réactions. Cependant, si tout se résumait qu'à l'histamine, on aurait réglé tout avec les antihistaminiques. Mais la réalité est amère, puisque la réaction inflammatoire est beaucoup plus complexe que ça. Elle va faire appel à d'autres médiateurs qui compliquent la réaction inflammatoire. Le message que je voudrais vous transmettre, sachez que l'allergie est une véritable réaction inflammatoire chronique. Et toute inflammation chronique va aboutir, à des dégâts irréversibles. C'est pour ça que le traitement doit être le plus
précoce. Donc retenez inflammation. Quels sont les facteurs de risque? On ne peut pas être allergique comme ça. Il faut qu'il y ait deux facteurs. Il faut qu'il y ait une prédisposition génétique et il faut qu'il y ait un environnement propice. Je m'explique. Si quelqu'un est allergique au chat, dans ses gènes, il y a un gène qui code pour l'allergie au chat. S'il ne rencontre pas de chat dans sa vie, il ne va jamais développer l'allergie au chat. D'accord? Mais s'il rencontre des chats, il va développer cette allergie. Donc il faut le concours de deux facteurs pour qu'il y ait apparition de l'allergie. D'accord? Bien. La prédisposition génétique, l'environnement. Je vais être un peu provocateur puisqu'il y a la théorie hygiéniste. La théorie hygiéniste, c'est des théories, il faut bien peser ces mots, disent qu'actuellement, puisque nous vivons dans un monde moderne où il y a beaucoup de vaccins, à ce moment-là, nos anticorps ne sont pas très performants et il semble que la réaction allergique soit une déviation à cause de tout ça. La prédisposition génétique. Donc la prédisposition des individus à développer une réponse de type IgE, parce que le terme IgE pèse lourd s'il n'y a pas de réaction allergique sans IgE. Et une personne est atopique quand elle a justement cette possibilité dans ses gènes de développer des réactions à IgE. J'ai dû toucher à quoi? Comment faire pour me... Voilà, merci. Bon, regardez maintenant le risque d'être allergique. Quand aucun des parents n'est allergique, vous voyez que ça ne dépasse pas les 15%. Dès lors qu'un parent est allergique, le risque augmente de 20 à 40%. Quand les deux parents sont allergiques, ça peut atteindre les 60%. Et si les parents sont atteints de la même pathologie, le risque est encore explosif. Il peut atteindre 80%. D'accord? Et c'est quand la femme est allergique que le risque existe davantage. L'environnement. Est-ce que vous pensez que l'environnement actuel est un environnement hostile? Je vous pose la question. Non? C'est un bel environnement? Avec autant de véhicules? Avec autant d'usines? Avec autant de couches d'ozone qui se dégradent? Avec cette alimentation artificielle, d'accord? Donc l'une des raisons de l'explosion des allergies dans le monde, c'est notre environnement et c'est l'homme qui est responsable de ça. Nous avons multiplié des facteurs agressifs pour justement favoriser l'éclosion, l'apparition de ces maladies. Et je vous donne un exemple simple. Même les pollens qui sont naturels, quand ils sont au contact de la pollution atmosphérique, deviennent agressifs. D'accord? Et les maladies vont augmenter. Et la rhinite allergique qui touche 10 à 20% de la population mondiale, et l'asthme, dont la prévalence se situe autour de 3, 4, 7, 8% selon les pays et les régions, va être en nette augmentation. Donc mes amis, notre environnement, l'air que nous respirons est un air qui n'est pas adéquat pour ces maladies. La théorie hygiéniste, je vous ai dit, il y a des gens qui disent que avec toutes ces vaccinations, nous avons favorisé l'allergie. Donc, vous savez que la rhinite allergique est communément classée en deux types de rhinite. La rhinite pérannuelle et la rhinite saisonnière.
La rhinite perannuelle, c'est celle qui survient toute l'année. Et la rhinite saisonnière, c'est ce qu'on appelle communément le rhume des foins. D'accord? C'est au printemps que les gens se mettent à éternuer, à se frotter le nez et à avoir un nez bouché. Les scientifiques se sont rendus compte qu'effectivement cette rhinite est piégée, cette classification est piégée, et c'est pour ça qu'il y a une nouvelle classification. Je ne vais pas m'attarder sur ça. Donc on peut avoir une rhinite intermittente ou une rhinite persistante, mais on peut avoir une rhinite intermittente mais sévère, et inversement une rhinite persistante mais légère. Comment on apprécie l'impact d'une rhinite sur la personne? C'est clair, quand on a un sommeil qui n'est pas perturbé, quand on a des activités de loisirs ou professionnelles non dérangées, on est bien. Mais quand ces éléments sont affectés, à ce moment-là, on parle d'une rhinite sévère. Prendre en charge une rhinite allergique, c'est d'abord le médecin, oui. Mais c'est ensuite les parents, oui. Mais c'est aussi les pharmaciens. Et là, je les exhorte à revoir leur copie dans la prise en charge de la rhinite allergique, parce qu'ils vont être d'un secours indéniable dans cette prise en charge. Maintenant, si on voit les armes thérapeutiques de la rhinite allergique, nous allons commencer par l'éducation du patient. La rhinite et l'allergie, c'est un problème de toute une vie. On ne guérit pas de son allergie. Il faut qu'on se le dise en face. Nous, les médecins, devons le dire aux patients. Vous, les pharmaciens, devons nous aider à le dire clairement aux patients, pas d'une manière brutale, pas d'une manière agressive, mais d'une manière douce. Est-ce que je vais guérir de mon allergie? Il faut dévier. Oui, on va vous donner des éléments qui vont vous permettre de vivre normalement, comme dans l'asthme, c'est ce qu'on dit. Mais docteur, est-ce que je vais guérir? Malheureusement, à l'heure actuelle, il n'y a aucun traitement efficace, curatif à 100% pour traiter l'allergie ou l'asthme. Il faut le dire, parce que si vous promettez la guérison et qu'il n'y a pas de guérison, c'est la coupure. Il n'y aura plus cette relation de confiance. Donc vous êtes obligé de concilier entre deux exigences contradictoires. D'un côté, la chronicité, la pérennité, et de l'autre côté, offrir des moyens pour améliorer la qualité de vie. Donc l'éducation, 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 c'est important. La pharmacothérapie, les médicaments, dans ce cas, les antihistaminiques occupent une place importante. Je vous l'ai déjà montré que l'histamine occupait une place importante dans ce mécanisme de déclenchement de la rhinite. Donc, retenez les antihistaminiques. À côté de ces antihistaminiques, il y a bien entendu les corticoïdes inhalés. C'est les deux armes thérapeutiques. Mais quand on donne des médicaments, on doit s'assurer de la sécurité, de l'efficacité, c'est très important, et de la facilité d'administration. Sécurité, efficacité, facilité d'administration. Si on prend les antihistaminiques de première génération, on ne peut pas dire que c'est des mauvais médicaments. Non, c'est des médicaments utiles, mais leurs effets secondaires sont très importants. La somnolence, les effets anticholinergiques, et ça dérange le malade. Mais les nouveaux antihistaminiques ont les trois qualités. Sont efficaces, on peut les donner en toute sécurité et ils sont faciles d'administration. Bien sûr, la question qui se pose d'elle-même, est-ce que les vaccins que vous commercialisez dans vos officines sont efficaces pour l'allergie? On dira oui, les vaccins,
c'est le meilleur traitement de l'allergie parce que c'est un traitement étiologique. Mais les vaccins, ce n'est pas un traitement miracle. Les vaccins, c'est un traitement coûteux. C'est un traitement qui doit être suivi correctement. Donc, si on ne réunit pas l'ensemble de ces mesures, ça ne sert à rien de vacciner des gens pendant 3 à 5 ans. D'accord? Bien. La question qui se pose, y a-t-il une différence entre un rhume, une allergie et une grippe? Oui. Le rhume, c'est souvent des infections virales. C'est ce qu'on a régulièrement en hiver. Le traitement est simple. La durée ne dépasse pas 10 jours. Par contre, l'allergie, c'est quelque chose qui se répète et qui dure plus d'un mois, qui se répète. D'accord? Donc la différence est là. L'allergie est due à des allergènes. Merci. L'allergie est due à des allergènes. Le rhume est dû à des virus. Y a-t-il une différence entre un rhume et une grippe? Oui. La grippe, c'est quelque chose qui vous amène à garder le lit 4 à 5 jours, qui vous donne des maux de tête terribles. Et si vous ne pouvez pas aller au travail, d'accord? Mais l'évolution est courte puisque c'est résolutif au bout d'une semaine. Bien, donc j'espère que je vous ai transmis les messages clés dans la prise en charge de la rhinite allergique. L'éducation thérapeutique, où 3 acteurs interviennent, le médecin, le pharmacien, les parents. Les médicaments, c'est nous qui sommes responsables de la prescription, mais un conseil en plus est toujours utile. Si vous êtes pharmacien et que vous êtes en face d'un patient qui prend les antihistaminiques de première génération pour une allergique, vous pouvez le conseiller, lui dire, surtout si vous conduisez, si vous exercez un métier qui demande de l'attention, ces médicaments peuvent vous être dangereux, d'accord? Et il y a beaucoup de médicaments. On vous conseille un antihistaminique de dernière génération. Je vous recommande de voir votre médecin, d'accord? Autant de petits conseils utiles. J'en reviens maintenant à ce qui me tient à cœur. C'est les décongestionnants. Là, votre responsabilité est directement engagée. Les décongestionnants sont des médicaments utiles, mais l'éducation thérapeutique est importante. Si vous donnez un décongestionnant, on commence par les voies locales, et vous savez que les malades l'utilisent, l'achètent avec votre complicité. Et à ce moment-là, faites attention. Ce médicament pris au long cours va entraîner une rhinite chronique très difficile à traiter. Donc, vous pouvez donner ce médicament avec des conseils stricts, utilisation rationnelle, 5 jours, pas plus. Revenons-en aux décongestionnants par voie générale. Ils sont largement indiqués. Faites attention. Ça peut donner des effets secondaires chez l'hypertendu, chez le coronarien. Mais il ne faut pas aussi dire qu'ils n'ont pas d'indication. Oui, une indication courte, raisonnée, pour des malades sains, le plus souvent jeunes. Donc quand l'indication est bien posée, ils sont au contraire des médicaments efficaces et qui soulagent. Si j'ai à conclure, le pharmacien, désormais, doit faire partie intégrante de la prise en charge de la rhinite allergique. Il est un acteur incontournable. Il peut intervenir dans le diagnostic. Comment? Si vous voyez un patient défiler tous les jours chez vous avec des symptômes, éternuement, écoulement, démangeaison, obstruction, une fois c'est un rhume, 2 fois c'est un rhume, 3 fois c'est un rhume, au-delà ce n'est plus un rhume, c'est une suspicion d'allergie. On ne doit pas délivrer les médicaments dont je vous ai parlé, on doit l'orienter chez un médecin. 1. 2. Nous sommes les prescripteurs des médicaments. Mais vous aussi, vous devez conseiller vos patients. Ils peuvent vous demander des questions.
c'est une grossesse, c'est un allaitement. Donc votre secours est important. Je peux me tromper, je suis un humain, donc je peux être appelé à l'ordre. Un coup de fil, un courrier, docteur, il y a eu une grossesse, là on prendra les décisions nécessaires. Donc en tous les cas, nous sommes tous pour l'intérêt du patient et c'est avec le concours de tout le monde, la participation de tout le monde qu'on pourra améliorer la prise en charge de notre patient et je vous remercie de votre attention. Oui, je vais annoncer Madame Mehdi qui va nous parler d'un médicament nouveau. Mesdames et messieurs, honorables assistants, c'est mademoiselle Mehdi Sarah, déléguée des laboratoires Mérinal. Je tiens avant tout à vous remercier au mon nom et au nom de toute l'équipe Mérinal pour vos présences aujourd'hui parmi nous. Et je tiens aussi à remercier Dr Chahed pour sa présentation. Merci à vous, docteur. Alors, sans plus tarder, je vais passer à la présentation de notre nouveau antihistaminique chez Mérinal, qui est l'Ebasta. C'est le premier antihistaminique orodispersible de tous les antihistaminiques sur le marché algérien. Alors, pour une petite présentation sur l'épidémiologie des maladies respiratoires, je vais un peu me répéter par rapport à ce que vient de dire Dr Chahed. Alors, selon l'Association nationale des allergologues, 1 milliard de personnes vivent avec les maladies respiratoires à travers le monde. 800 millions souffrent de pathologies allergiques, 500 millions souffrent de rhinite allergique, 300 millions sont asthmatiques et 100 millions ont des problèmes d'apnée du sommeil. Alors ça, c'est la situation à travers le monde, mais qu'en est-il vraiment de la situation en Algérie ? Alors, 15% de la population nationale souffre de pathologies allergiques, ce qui nous donne un chiffre de 5 millions d'Algériens qui souffrent de cette pathologie. Alors, plusieurs classes thérapeutiques, bien sûr, sont pour ce traitement des rhinites allergiques, parmi eux la classe des antihistaminiques. Alors, pour nous, laboratoire Mérinal, notre antihistaminique Ebasta, il présente le profil pharmacologique suivant. C'est un antagonisme des récepteurs H1 de l'histamine dans le métabolite actif et la caryébastine. Il faut savoir que une fois absorbée, l'ébastine est transformée au niveau hépatique en caryébastine. Cette caryébastine a deux principales caractéristiques. La première, c'est qu'elle n'a pas d'effet anticholinergique. Et une deuxième caractéristique qui est importante, c'est qu'elle n'a pas d'effet sédatif. Ce qui va bien sûr donner aux patients le choix de prendre le traitement à n'importe quel moment de la journée. L'efficacité de l'Ebasta a été prouvée dans différentes pathologies et cela grâce à 3 études principales. En premier lieu, l'efficacité de l'Ebasta a été prouvée dans le cas des rhinites allergiques pérannuelles et ça en comparaison au chef de file qui est la loratadine. Alors cette étude a été faite sur 151 patients qui ont été subdivisés en 3 sous-groupes. Le premier groupe sous Ebasta, 2 comprimés en une prise, ce qui nous fait 20 mg. Le deuxième groupe sous Ebasta, 10 mg. Et le troisième groupe sous loratadine. Alors le graphe suivant, il montre que l'Ebasta à 10 mg ou à 20 mg, il est nettement plus efficace que la loratadine dans la diminution des symptômes tels que les congestions et les écoulements. La deuxième étude, c'est prouver l'efficacité de l'Ebasta dans le cas des allergies cutanées. Cette étude a été faite comparativement à la desloratadine à 5 mg et par rapport au placebo. Alors, les pourcentages que je vais citer maintenant, c'est des différences moyennes dans la réduction de la taille des papules, et ça en faveur de l'ébastine. Alors, au premier jour, 16,2% en faveur de l'ébastine par rapport à la desloratadine à 5 mg. Au J1 toujours, 34,2% en faveur de l'ébastine par rapport au placebo. À J5, 26,7% en faveur de l'ébastine par rapport au placebo et à la desloratadine. Un point très important, 70% des patients ont préféré la forme orodispersible, qui est bien sûr la forme de l'Ebasta. La troisième étude, elle a été faite dans le cas des urticaires chroniques et ça en comparant 2 groupes de patients. Le premier a été traité sous Ebasta et le deuxième groupe sous placebo. Alors 80% des patients ont noté une nette amélioration des symptômes, la diminution des papules et des démangeaisons par rapport à 53% pour le placebo.
Alors, on parle de formulation unique, qui est la forme, bien sûr, eau-dispersible de l'Ebasta. Deux points très importants. Le premier point pour le patient, il peut prendre l'Ebasta à n'importe quel moment de la journée, et en tout lieu surtout, sans pouvoir prendre avec lui sa bouteille d'eau. Et le deuxième point très important aussi, c'est du volet pharmacologique. Là, on a une absorption qui est plus rapide, ce qui nous donne aussi une rapidité d'action. Alors, cette étude a été faite sur 7686 patients, sur les préférences des patients sur la forme dispersible. Alors, 93% des patients choisiraient la forme qui est orodispersible. 83% des patients ont jugé que l'arrière-goût était plutôt satisfaisant. 95% des patients ont été satisfaits du temps de désagrégation. Un point très important, 88% des patients penchent à changer leur antihistaminique vers une forme qui est orodispersible. Juste en conclusion, alors l'Ebasta, c'est le premier antihistaminique orodispersible sur le marché des antihistaminiques en Algérie. Deux points très importants, rapidité d'action et surtout une meilleure observance thérapeutique pour le patient. Aussi, deux principales indications, rhinite allergique et urticaire, et ça c'est à partir de 12 ans. Un point aussi important, la prise de l'Ebasta, il peut être pris soit avant ou après le repas. Alors l'alimentation n'influence pas sur l'absorption. Pour le conditionnement, nous avons deux boîtes, la boîte de 10 comprimés et la boîte de 30 comprimés, pour un coût respectivement de 230 dinars et 690 dinars, et le remboursement il est à 30%. Je tiens juste à signaler que l'Ebasta est présent dans toutes les pharmacies, on a fait des mises en place partout, et je vous remercie encore une deuxième fois pour votre présence, et je cède la parole.